garde, dis-tu? Un de ceux qui gardent le cadavre. Fais-le entrer. Garde Jonas de la 2e compagnie. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, chef. On a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait et le sort est tombé sur moi. Alors voilà, chef, je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il n'y en ait qu'un qui explique. Et puis parce qu'on ne pouvait pas abandonner le poste tous les 3. Qu'as-tu à me dire? Eh bien voilà, chef. Le cadavre. On a veillé pourtant. On avait la relève de 2 heures, la plus dure. Vous savez ce que c'est au moment où la nuit va finir, ce plomb entre les yeux, la nuque qui tire, et puis toutes ces ombres qui bougent et le brouillard du petit matin qui se lève. Ah, ils ont bien choisi leur heure. On était là, on parlait, on battait la semelle. On ne dormait pas, chef. Ça, on peut vous le jurer tous les 3 qu'on ne dormait pas. D'ailleurs, avec le froid qu'il faisait, tout d'un coup, moi, je regarde le cadavre. On était à 2 pas, mais moi, je le regardais tout de même, de temps en temps. Je suis comme ça, moi, chef. Je suis méticuleux. C'est pour ça que mes supérieurs, ils disent avec Jonas, c'est moi qui l'ai vu le premier, chef. Les autres vous le diront, c'est moi qui ai donné l'alarme le premier. L'alarme? Pourquoi? Le cadavre, chef. Quelqu'un l'avait recouvert. Oh, pas grand-chose, il n'avait pas eu le temps avec nous à côté, seulement un peu de terre. Mais suffisamment tout de même pour le cacher au retour. Tu es sûr que ce n'est pas une bête? En grattant? Non, chef, on a d'abord espéré ça, nous aussi, mais la terre était jetée sur lui selon les rites. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Qui a osé? Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé des traces? Rien. Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, on a trouvé plus loin une pelle. Une petite pelle d'enfant, toute vieille, toute rouillée. On a pensé que ça ne pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. Un enfant? L'opposition. Brisé qui sourd et mine déjà partout. Les amis de Polynice avec Laurent bloqués dans Thèbes. Les chefs de la plèbe soudainement alliés au prince. Et les prêtres essayant de pêcher quelque chose au milieu de tout cela. Un enfant. Ils ont dû penser que ce serait plus touchant. Je le vois d'ici, leur enfant, avec sa gueule de tueur à pointer. Et la petite pelle soigneusement enveloppée dans du papier sous sa veste. Ah, à moins qu'il n'ait dressé un vrai enfant, avec des phrases. Une innocence inestimable pour le parti. Un vrai petit garçon pâle, qui crachera devant mes fusils. Un précieux sang bien frais sur mes mains. Double aubaine. Mais ils ont des complices. Et dans ma garde, peut-être. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Alors écoute bien. Votre garde est doublée. Renvoyez la relève. Voilà l'ordre. Je ne veux que vous près du cadavre. Et pas un mot. Vous êtes tous coupables d'une négligence. Vous serez punis, de toute façon. Mais si tu parles, si le bruit court dans la ville qu'on a recouvert le cadavre de Polynice, alors vous mourrez, tous les 3. On n'a pas parlé, chef, je vous le jure. Mais moi, j'étais ici. Et peut-être que les autres, ils l'ont déjà dit à la relève. Chef, j'ai 2 enfants. Il y en a un qui est tout petit. Vous témoignerez pour moi que j'étais ici, chef, devant le conseil de guerre. J'étais ici, moi, avec vous. J'ai un témoin. Si on a parlé, ce sera les autres, ou ce sera pas moi. J'ai un témoin, moi. Alors va vite. Si personne ne sait, tu vivras. Un enfant. Tu mourrais, toi, pour moi? Tu crois que tu irais avec ta petite pelle? Ah, bien sûr. Tu irais tout de suite, toi aussi. Un enfant. Et voilà. Maintenant, le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que cela démarre. Rien. Un regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue. Une envie d'honneur, un beau matin, comme de quelque chose qui se mange. Une question de trop que l'on se pose un soir, et c'est tout. Et après, on n'a plus qu'à laisser faire. Ça roule tout seul. C'est minutieux, bien
huilé depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir sont là, tout près. Et les éclats, et les orages, et les silences. Tous les silences. Le silence quand le bras du bourreau se lève à la fin. Le silence au commencement, quand les deux amants sont nus l'un en face de l'autre pour la première fois, sans oser bouger tout de suite dans la chambre sombre. Le silence quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur. Et c'est comme un film dont le son s'est enrayé, toutes ces bouches ouvertes dont il ne sort rien. Toute cette clameur qui n'est qu'une image. Et le vainqueur, déjà vaincu, seul, au milieu de son silence. C'est propre, la tragédie. C'est reposant. C'est sûr. Dans le drame, avec ses traîtres, avec ses méchants acharnés, cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces terre-neuves, ces lueurs d'espoir, ça devient épouvantable de mourir, comme un accident. Et on aurait peut-être pu se sauver. Le bon jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi, et on est tous innocents, en somme. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué, c'est une question de distribution. Et puis surtout, c'est reposant, la tragédie, parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir, le sale espoir, qu'on est pris, qu'on est enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos. On n'a plus qu'à crier, pas à gémir, pas à se plaindre, non, à gueuler à pleine voix ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit et qu'on ne savait peut-être même pas encore. Et pour rien. Pour se le dire à soi, pour l'apprendre soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble. C'est utilitaire. Là, c'est gratuit. C'est pour les rois. Il n'y a plus rien à tenter. Enfin. Alors voilà, cela commence. La petite Antigone est prise. La petite Antigone va pouvoir être elle-même pour la première fois. Allez, allez, pas d'histoire. Je vous expliquerai devant le chef. Moi, je ne connais que la consigne. Ce que vous aviez à faire là, je ne veux pas le savoir. Tout le monde a des excuses. Tout le monde a quelque chose à objecter. S'il fallait écouter les gens, s'il fallait essayer de comprendre, hein, on serait pas en train. Allez, allez, tenez là, vous autres. Et pas d'histoire. Moi, ce qu'elle a à dire, je ne veux pas le savoir. Dis-leur de me lâcher, avec leurs sales mains, ils me font mal. Leurs sales mains. Vous pourriez être poli, mademoiselle. Moi, je suis poli. Dis-leur de me lâcher. Je suis la fille d'Édipe, je suis Antigone, je ne me sauverai pas. La fille d'Édipe. Oui. Les putains qu'on ramasse à la garde de nuit, elles disent aussi de se méfier. Quelles sont la bonne amie du préfet de police? Je veux bien mourir, mais pas qu'il me touche. Et les cadavres, dis. Et la terre. Ça ne te fait pas peur à toucher? Tu dis leurs sales mains? Regarde un peu les tiennes. On t'avait pris cet appel? Il a fallu que tu en fasses avec tes ongles la deuxième fois. Ah, cette audace! Je tourne le dos une seconde, je te demande une chic, allez, le temps de me la caler dans la joue, le temps de dire merci. Elle était là, à gratter comme une petite hyène. Et en plein jour! Et c'est qu'elle se débattait, cette garce, quand j'ai voulu la prendre. C'est qu'elle voulait me sauter aux yeux, hein. Elle criait qu'il fallait qu'elle finisse. C'est une folle, oui. Je voudrais m'asseoir un peu, s'il vous plaît. C'est bon qu'elle s'asseye. Mais n'en lâchez pas, vous autres. Garde à vous. Lâchez cette jeune fille. Qu'est-ce que c'est? C'est le piquet de garde, chef. On est venu avec les camarades. Qui garde le corps? On a appelé la relève, chef. Je t'avais dit de la renvoyer. Je t'avais dit de ne rien dire. On n'a rien dit, chef. Mais comme on a arrêté celle-là, on a pensé qu'il fallait qu'on vienne. Et cette fois, on n'a pas tiré au sort. On est venus tous les trois. Imbécile.
Où t'ont-ils arrêté? Près du cadavre, chef. Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère? Tu savais que j'avais interdit de l'approcher? Ce qu'elle faisait, chef, c'est pour ça qu'on vous l'amène. Elle grattait la terre avec ses mains. Elle était en train de le recouvrir, encore une fois. Sais-tu bien ce que t'es en train de dire, toi? Chef, vous pouvez demander aux autres. On avait dégagé le corps à mon retour. Mais avec le soleil qui chauffait, comme il commençait à sentir, on s'était mis sur une petite hauteur, pas loin, pour être dans le vent. On se disait qu'en plein jour, on ne risquait rien. Pourtant, pour être plus sûr, on avait décidé qu'il y en aurait toujours un de nous trois qui le regarderait. Mais à midi, en plein soleil, et puis avec l'odeur qui montait depuis que le vent était tombé, c'était comme un coup de massue. J'avais beau écarquiller les yeux, ça tremblait comme de la gélatine. Je ne voyais plus. Je vais au camarade lui demander une chic pour passer ça. Le temps que je me la cale à la joue, chef. Le temps que je lui dise merci, je me retourne, elle était là à gratter avec ses mains. En plein jour. Elle devait bien penser qu'on ne pouvait pas ne pas la voir. Et quand elle a vu que je lui courais dessus, vous croyez qu'elle s'est arrêtée, qu'elle a essayé de se sauver peut-être? Non, elle continuait de toutes ses forces, aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand je l'empoignais, elle se débattait comme une diablesse. Elle voulait continuer encore. Elle me criait de la laisser, que le corps n'était pas encore tout à fait recouvert. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On a découvert le corps comme de juste, et on a passé la relève sans parler de rien. Et on est venu vous l'amener, chef. Voilà. Et cette nuit, la première fois, c'était toi aussi? Oui, c'était moi. Avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances. C'était justement la pelle de Polynice. Il avait gravé son nom au couteau sur le manche. C'est pour cela que je l'avais laissée près de lui. Mais ils l'ont prise. Alors la seconde fois, j'ai dû recommencer avec mes mains. On aurait dit une petite bête qui grattait. Même qu'au premier coup d'œil, avec l'air chaud qui tremblait, le camarade a dit « Bah non, c'est une bête. Penses-tu » Je lui dis « C'est trop fin pour une bête. C'est une fille. » C'est bien. On vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Pour le moment, laissez-moi seul avec elle. Petit, conduis ces hommes à côté et qu'ils restent au secret, jusqu'à ce que je revienne les voir. Faut-il lui mettre les menottes, chef? Non. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non, personne. Tu es bien sûr? Oui. Alors écoute-moi bien. Tu vas rentrer chez toi te coucher. Dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi, je ferai disparaître ces trois hommes. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi tu tentais d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit! Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement, sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger. Je lui aurais préparé son lit. Polynice, aujourd'hui, a achevé sa chasse. Il rentre à la maison, où mon père et ma mère et Théocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté, un traître. Tu le savais? C'était mon frère. Mais tu l'as entendu proclamer, les dit au carrefour. Tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville. Oui. Tu savais le sort qui était promis à celui quel qu'il soit qui oserait lui rendre les honneurs funèbres? Oui, je le savais. Ah, alors tu as peut-être cru que d'être la fille d'Édipe, la fille de l'orgueil d'Édipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante, en train de faire sa vaisselle, quand j'ai entendu lire Lady, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras, et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Ce n'est pas vrai! Si tu avais été une servante, hein, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir. Et tu serais resté à pleurer ton frère, mais chez toi. Seulement tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce, la fiancée de mon fils, et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir, au contraire. Voilà, l'orgueil. L'orgueil d'Édipe, tu es l'orgueil d'Édipe. Ah, maintenant que je l'ai trouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir. Et cela paraissait un dénouement alors tout naturel pour toi, orgueilleuse. Pour ton père non plus, je ne dis pas le bonheur, il n'en était pas question. Mais le malheur humain, c'était trop peu.
Parce que l'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père, et coucher avec votre mère, et apprendre tout cela après mot par mot. Ah, quel breuvage, hein, les mots qui vous condamnent. Et comme on les boit goulûment, lorsqu'on s'appelle Édipe ou Antigone. Et le plus simple après, hein, c'est encore de se crever les yeux, et d'aller mendier avec ses enfants sur les routes. Eh bien là, ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes a droit maintenant à un prince, sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Créon. Dieu merci. J'ai mes 2 pieds par terre, mes 2 mains enfoncées dans mes poches, et puisque je suis roi, j'ai résolu, avec moins d'ambition que ton père, de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde, si c'est possible. Ce n'est même pas une aventure, c'est un métier. Un métier pour tous les jours. C'est pas toujours drôle, comme tous les métiers. Mais puisque je suis là, hein, je suis là pour le faire. Alors je vais le faire. Écoute-moi bien, tu es Antigone, tu es la fille d'Édipe, toi. Mais tu as 20 ans. Et il n'y a pas si longtemps, tout cela se serait réglé avec du pain sec, une paire de gifles. Te faire mourir? Tu ne t'es pas regardé, moineau. Tu es trop maigre. Tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit. Te taire. Je me charge du silence des autres. Allez, va. Non! Ne me foudroie pas comme ça du regard. Hein? Tu me prends pour une brute, c'est entendu. Et tu dois penser que décidément, je suis bien prosaïque. Ah. Mais je t'aime. Je t'aime bien tout de même, hein, malgré ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée, hein, il n'y a pas si longtemps. Antigone, c'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Vous le savez bien. Quel jeu joues-tu? Je ne joue pas. Tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces 3 brutes sait tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, moi, je serais obligé de te faire mourir. Mais si tu te tais maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai une chance de te sauver, mais je ne l'aurai plus dans 5 minutes. Il faut que j'aille enterrer mon frère, que ces hommes ont découvert. Tu irais refaire ce geste absurde. Mais il y a une autre garde autour du corps de Polynice, et même si tu parviens à le recouvrir encore, on dégagera son cadavre, tu le sais bien. Que peux-tu donc sinon t'ensanglanter encore les ongles? Te faire prendre? Rien d'autre que cela, je le sais. Mais cela, du moins, je peux. Et il faut faire ce que l'on peut. Tu y crois donc vraiment, toi, cet enterrement dans les règles, à cette ombre de ton frère condamné à errer toujours, si on ne jette pas sur le cadavre un petit peu de terre avec la formule du prêtre? Tu l'auras déjà entendu, toi, la réciter au prêtre de Thèbes, la formule. Tu as vu ces pauvres têtes d'employés fatigués, écourtant les gestes, avalant les mots, bâclant ce mort pour en prendre un autre avant le repas de midi? Oui, je les ai vus. Ah, et tu n'as jamais pensé alors que si c'était un être que tu aimais vraiment, qui était là, couché, dans cette boîte, tu te mettrais à hurler tout d'un coup, alors crier de se taire, de s'en aller? Si, je l'ai pensé. Et tu risques la mort maintenant parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué. C'est absurde. Oui, c'est absurde. Et pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Ou pour les dresser contre moi? Non. Ni pour les autres, ni pour ton frère. Pour qui alors? Pour personne. Pour moi. Ah, tu as donc tellement envie de mourir. C'est vrai. Tu as l'air d'un petit gibier pris. Ne vous attendrissez pas trop sur moi. Faites comme moi, faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement, c'est vrai. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi, vous pouvez tout, mais cela vous ne le pouvez pas. Tu crois? Ni me sauver, ni me contraindre.
Orgueilleuse, petite Édipe. Vous pouvez seulement me faire mourir. Et si je te fais torturer? Pourquoi? Pour que je pleure? Que je demande grâce? Que je jure tout ce qu'on voudra? Et que je recommence après, quand je n'aurai plus mal? Écoute-moi bien, hein. J'ai le mauvais rôle, c'est entendu, et tu as le bon. Et tu le sens. Mais n'en profite tout de même pas trop, hein, petite peste. Parce que si j'étais une bonne brute, ordinaire de tyran, il y a déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres aux tenailles, jeté dans un trou. Hein, tu vois quelque chose dans mes yeux, quelque chose qui hésite. Hein? Tu vois que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats. Alors tu nargues, tu attaques tant que tu peux, mais où veux-tu en venir à la fin, petite furie? Lâchez-moi, vous faites mal au bras avec votre main. Non, moi je suis le plus fort comme ça, alors j'en profite aussi. Aïe. C'est peut-être ce que je devrais faire après tout, hein. Tout simplement te tendre le poignet et te tirer les cheveux, comme on fait aux filles dans les jeux. Je suis ton oncle, c'est entendu, mais nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres dans la famille. Cela ne te semble pas drôle tout de même, non? Ce roi bafoué, qui peut tout, ce vieil homme, qui t'écoute, et qui en a vécu d'autres, est aussi attendrissant que toi, je t'assure, et qui, hélas, donnait toute cette peine pour essayer de t'empêcher de mourir. Vous serrez trop maintenant. Cela ne me fait même plus mal. Je n'ai plus de bras. Je sais pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Mais je vais tout de même perdre le temps qu'il faudra. Et te sauver, petite peste. Au lendemain d'une révolution ratée, il n'y a plus pas sur la planche, je t'assure. Mais les affaires urgentes attendront. Je ne veux pas te laisser mourir dans une histoire de politique. Tu vaux mieux que ça. Hein? Et parce que ton Polynice, cette ombre éplorée, et ce corps qui se décompose entre ses gardes, et tout ce pathétique qui t'enflamme, tout cela, ce n'est qu'une histoire de politique. D'abord, je ne suis pas tendre. Mais je suis délicat. J'aime ce qui est propre, net, bien lavé. Parce que tu crois que ça ne me dégoûte pas autant que toi, non? Cette viande qui pourrit au soleil. Mais il faut que tout aime comme ça pendant quelque temps. Tu penses bien que j'aurais fait enterrer ton frère, ne fût que pour l'hygiène. Mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que ça pue. Le cadavre de Polynice, dans toute la ville, pendant un mois. Vous êtes odieux! Oui, mon petit, c'est le métier qu'il veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Mais si on le fait, il faut le faire comme ça. Et pourquoi le faites-vous? Un matin, je me suis réveillé, roi de Thèbes. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non, alors. Ah, je le pouvais. Mais je me suis senti tout à coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi? Votre politique? Vos nécessités? Vos pauvres histoires? Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas. Et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Mais si je veux, moi, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Et pas vous. Vous êtes là, à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Tu m'amuses. Non, je vous fais peur. Et c'est pour ça que vous essayez de me sauver. Ça serait tout de même plus commode de garder une petite Antigone muette et vivante dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran, voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire tuer tout à l'heure, vous le savez. Et c'est pour cela que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur. Oui, j'ai peur. J'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu t'obstines. Je ne le voudrais pas. Et moi, je ne suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus, peut-être. Refuser une tombe à mon frère? Dites-le donc que vous ne l'auriez pas voulu. Je te l'ai déjà dit. Et vous l'avez fait, tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer sans le vouloir. Et c'est cela, être roi. Oui, c'est cela. Pauvre Créon, avec mes ongles cassés et pleins de terre, et les bleus que tes gardes m'ont fait au bras, avec ma peur qui me tord le ventre, moi je suis reine. Alors épuisez-moi, vis. Le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres. C'est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Mon fils t'aime, alors ne m'oblige pas encore à payer avec toi. J'ai assez payé. Non, vous avez dit oui. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Mais on va faire bon Dieu. Essaye de me comprendre une minute. Toi aussi, petite idiote. Moi, j'ai bien essayé de te comprendre. Il faut pourtant bien qu'il y en ait qui disent oui.
Il faut pourtant bien qu'il y en ait qui mènent la barque. Parce que ça prend l'eau. Ça prend l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Non mais enfin, mais est-ce que tu comprends cela? Je ne veux pas comprendre. C'est bon pour vous. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non et pour mourir. Ah, c'est facile de dire non. Pas toujours. Pour dire oui. Il faut suer, retrousser ses manches, empoigner la vie à pleine main sans mettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non, même si on doit mourir. Il n'y a qu'à pas bouger et attendre. Attendre pour vivre. Attendre même pour qu'on vous tue. C'est trop lâche. Ça, c'est une invention des hommes. Tu imagines un monde où les arbres aussi auraient dit non, non, contre la sève. Où les bêtes auraient dit non, contre l'instinct de la chasse ou de l'amour. Parce que les bêtes, elles au moins, elles sont bonnes, elles sont simples, elles sont dures. Quel rêve, hein, pour un roi des bêtes. Ce serait si simple. Ah, tu me méprises, n'est-ce pas? Ah, c'est drôle. Je l'ai souvent imaginé, ce dialogue avec un petit jeune homme pâle qui aurait essayé de me tuer. Et donc je ne pourrais rien tirer après que du mépris. Mais je ne pensais pas que ce serait avec toi et pour quelque chose d'aussi bête. Alors, écoute-moi tout de même pour la dernière fois. Mon rôle n'est pas bon, mais c'est mon rôle et je vais te faire tuer. Seulement avant, je voudrais que toi aussi tu sois bien sûr du tien. Parce que tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone. Tu sais au bas de quelle histoire sordide tu vas signer pour toujours ton petit nom sanglant. Quelle histoire? Celle d'Éthéocle et de Polynie, celle de tes frères. Ah non, 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 tu crois la savoir, mais tu ne la sais pas, parce que personne ne la sait d'Antenne. Que moi. Mais il me semble que toi, ce matin, tu as aussi le droit de l'apprendre. Et ce n'est pas bien beau, tu vas voir. Ah. Que te rappelles-tu de tes frères d'abord? 2 compagnons de jeu qui te méprisaient sans doute, te cassaient tes poupées en se chuchotant éternellement des mystères à l'oreille l'un de l'autre pour te faire enrager. C'était des grands. Ah. Alors après, tu as dû les admirer avec leurs premières cigarettes, leurs premiers pantalons longs, et puis ils ont commencé à sortir le soir, à sentir l'homme. Alors là, après, ils ne t'ont plus regardé du tout. J'étais une fille. Tu voyais bien pleurer ta mère, ton père se mettre en colère à leur retour. Tu entendais claquer les portes et leur ricanement dans les couloirs. Et ils passaient devant toi, goguenard, veulent, ils sentaient le vin. Une fois, je m'étais cachée derrière une porte. C'était le matin, nous venions de nous lever et eux, ils rentraient. Polynice m'a vu. Il était pâle, les yeux brillants, et si beau dans son vêtement du soir. Il m'a dit « Tiens, tu es là, toi ». Et il m'a donné une grande fleur de papier qu'il avait rapportée de sa nuit. Et tu l'as conservée, n'est-ce pas, cette fleur? Et hier, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir. Tu l'as regardée longtemps pour te donner du courage. Qui vous a dit cela? Pauvre Antigone, avec ta fleur de cotillon. Sais-tu qui était ton frère? Je savais que vous me diriez du mal de lui, en tout cas. Un petit fêtard imbécile. Un petit carnassier dur, sans âme. Une petite brute, juste bonne à aller plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser plus d'argent dans les bars. Tiens, une fois, j'étais là, ton père venait de lui refuser une grosse somme d'argent qu'il avait perdu au jeu. Il est devenu tout pâle. Il a levé son poing en criant un mot ignoble. C'est pas vrai. Son poing de brûle, t'as tout volé dans le visage de ton père. C'était pitoyable. Ton père était assis à sa table, la tête dans ses mains. Il saignait. Il saignait du nez et il pleurait. Et dans un coin du bureau, Polynice ricanant qui allumait une cigarette. C'était pas vrai. Tu ne te rappelles plus. Tu avais 12 ans. Vous ne l'avez pas revu pendant longtemps après. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. C'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Alors il s'est engagé dans l'armée argienne. Et dès qu'il a été chez les Argiens, la chasse à l'homme a commencé contre ton père, contre ce vieil homme qui ne se décidait pas à mourir, à lâcher son royaume. Les attentats se succédaient, et les tueurs que nous prenions finissaient toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui, mais pas seulement de lui d'ailleurs, car c'est cela que je veux que tu saches, les coulisses de ce drame, où toi tu brûles de jouer un rôle, la cuisine. Hier, j'ai fait faire des funérailles grandioses à Éthéocle. Éthéocle est un héros et un saint maintenant pour Thèbes. Tout le peuple était là. Les enfants des écoles ont donné tous les sous de leur tirelire pour la couronne. Des vieillards, faussement émus, ont magnifié avec des trémolos dans la voix le bon frère, le fils d'Édipe, le prince royal. Moi aussi, j'ai fait un discours. Et tous les prêtres de Thèbes au grand complet avec la tête de circonstance.
et les honneurs militaires. Ah, il fallait bien. Je ne pouvais tout de même pas m'offrir une crapule dans les deux camps. Car je vais te dire quelque chose à toi. Quelque chose que moi, je sais seul. Quelque chose d'effroyable. Et Théocle, ce prix de vertu, ne valait pas plus cher que Polynice. Le bon fils avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. Le prince loyal avait décidé, lui aussi, de vendre Thèbes au plus offrant, hein? Crois-tu que c'est drôle? Cette trahison pour laquelle le corps de Polynice est en train de pourrir au soleil. Eh bien, j'ai la preuve maintenant. Que Théocle, qui dort dans son tombeau de marbre, se préparait lui aussi à la commettre. C'est un hasard. Si Polynice a réussi son coup avant lui, nous avions affaire à deux larrons en foire qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant, et qui se sont égorgés l'un et l'autre, comme deux petits voyous qu'ils étaient pour un règlement de compte. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. Alors j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres, et on les a retrouvés, embrassés pour la première fois de leur vie sans doute. Ils s'étaient embrochés mutuellement, et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus. Ils étaient en bouillie, Antigone, méconnaissables. J'ai fait ramasser un décor, le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales, et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais plus lequel, je t'assure, ça m'est bien égal. Pourquoi m'avez-vous raconté cela? Valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Peut-être. Moi, je croyais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seul. Va voir Aymon ce matin. Marie-toi vite. Oui. Hein? Tu as toute ta vie devant toi. Écoute, notre discussion était bien oiseuse, je t'assure. Tu as ce trésor, toi, encore. Oui. Ah oui. Et tu allais le gaspiller. Et je te comprends. J'aurais fait comme toi à 20 ans. C'est pour ça que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps un petit créon maigre et pâle comme toi, qui ne pensait qu'à tout donner, lui aussi. Marie-toi vite, Antigone. Marie-toi vite, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains vite, retiens-la. Tu verras, ça deviendra quelque chose, une petite chose, dure et simple qu'on grignote assis au soleil. Les autres te diront que ce n'est pas vrai parce qu'ils ont besoin de ta force, de ton élan. Alors ne les écoute pas. Ne m'écoute pas lorsque je ferai mon prochain discours devant le tombeau de Théocle parce que ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras toi aussi, mais trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. C'est un outil qu'on tient bien dans sa main. C'est un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore, mais tu verras. De découvrir cela, c'est la consolation dérisoire de vieillir. Parce que la vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Le bonheur? Un pauvre mot, hein. Et quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Mais tu es folle! Tais-toi! Non, je ne me tairai pas! Je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse. Et tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes Aymon. Oui, j'aime Aymon. J'aime un Aymon dur et jeune. Un Aymon exigeant et fidèle comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si Aymon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur Aymon, s'il doit apprendre à dire oui lui aussi, alors je n'aime plus Aymon. Tu ne sais plus ce que tu dis. Tais-toi. Oh, si
je sais ce que je dis. Seulement c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant. D'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse, votre ventre. Je ris, Créon. Parce que je te vois, à 15 ans tout d'un coup, et c'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. La vie t'a seulement rajouté ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi. Écoute, tu vas te taire à la fin. Mais pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison? Tu crois que je ne le vois pas dans tes yeux que tu le sais? Tu sais que j'ai raison. Mais tu ne l'avoueras jamais parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment, comme un os. Oui, le tien, et le mien, imbécile. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Mais moi, je veux tout. Et tout de suite. Et que ce soit entier, ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'ai été bien sage. Je veux être sûre de tout, aujourd'hui. Et que ce soit aussi beau que quand j'étais petite, ou mourir. Voilà. Tu commences. Commence comme ton père. Comme mon père. Comme mon père, oui. Nous sommes de ceux qui posent des questions jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus la plus petite chance d'espoir vivante. La plus petite chance d'espoir à étrangler. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand ils le rencontrent, votre espoir. Votre cher espoir. Votre sale espoir. Et toi? Mais si tu voyais ta tête, en criant ces mots. Mais tu es laide. Et oui, je suis laide. C'est ignoble, n'est-ce pas? Ces cris, ces sursauts, cette tête de chiffonnier. Papa n'est devenu beau qu'après. Quand il a été bien sûr enfin qu'il avait tué son père, que c'était bien avec sa mère qu'il avait couché et que rien, plus rien ne pourrait le sauver. Alors il s'est calmé tout d'un coup. Il a eu comme un sourire et il est devenu beau, c'était fini. Il n'a plus qu'à fermer les yeux pour ne plus vous voir. Ah, vos têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur. Mais c'est vous qui êtes laids. Même les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil ou de la bouche. Tu l'as bien dit tout à l'heure, Créon, la cuisine. Vous avez des têtes de cuisiniers. Je t'ordonne de te taire maintenant, tu entends? Tu m'ordonnes, cuisinier, mais tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde. Tu veux donc te perdre? On va t'entendre. Eh bien, ouvre les portes, justement, il faut m'entendre. Mais pas Dieu. Tu vas te taire à la fin. Allons vite, cuisinier, appelle tes gardes.